Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire du vieux manoir familial qui gardait un locataire que personne n'avait invité, une présence qui vivait là bien avant que je n'y pose le pied. Je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans et je n'avais jamais mis les pieds dans le manoir de mon arrière-grand-père avant l'été où j'ai hérité, en même temps que mes deux cousins, d'une bâtisse que personne dans la famille n'avait plus habitée depuis des décennies. Ce manoir se trouvait au fond d'une vallée reculée, entourée d'un parc à l'abandon où les arbres avaient fini par tout envahir. On en parlait à peine dans les repas de famille, comme d'un vieux meuble encombrant dont personne ne voulait vraiment s'occuper. Mon grand-père, avant de mourir, m'avait dit une fois, d'un ton qui se voulait léger mais qui ne l'était pas tout à fait, que cette maison avait toujours eu son propre caractère, et qu'il valait mieux, selon lui, ne jamais chercher à la contredire. Je n'avais pas prêté grande attention à cette remarque à l'époque. J'étais adolescente et les histoires de maisons de famille un peu étranges ne m'intéressaient pas plus que ça, noyées qu'elles étaient dans le flot des anecdotes que ma famille aimait raconter. Quand le notaire nous a convoqués, mes cousins et moi, pour évoquer l'avenir de cette propriété héritée à Troyes, nous avons décidé, un peu par curiosité, un peu par nostalgie, d'aller passer quelques semaines sur place avant de statuer sur sa vente éventuelle. L'idée nous semblait romantique, presque excitante. Rénover un peu, redécouvrir les lieux, se retrouver tous les trois loin de nos vies respectives, dans cette grande bâtisse silencieuse que nous imaginions pleine de souvenirs plutôt que de dangers. Nous sommes arrivés un vendredi de juillet, en fin d'après-midi, et je me souviens encore de cette première impression, cette sensation étrange d'entrer dans un lieu qui, d'une certaine façon, semblait nous observer arriver depuis le bout de l'allée. Le manoir était immense, bien plus grand que dans mon souvenir d'enfant. 3 étages de pierre grise, des volets à moitié fermés, un escalier extérieur envahi par le lierre et une porte d'entrée massive qui a grincé longuement quand nous l'avons poussée. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le bois humide, un mélange familier à toutes les maisons restées fermées trop longtemps. Nous avons ouvert les fenêtres une à une, dans chaque pièce, en riant de nos propres appréhensions, en nous moquant gentiment de notre nervosité. Les premiers jours ont été occupés par le ménage, le tri des affaires, la redécouverte de vieux meubles recouverts de drap blanc qui donnaient à certaines pièces des allures presque théâtrales, comme si le temps lui-même s'était figé en attendant notre retour. Mon cousin Thomas, l'aîné des trois, s'était installé dans l'ancienne chambre de notre grand-père, tandis que ma cousine Léa avait choisi une pièce plus petite au 2e étage. Moi, j'ai pris une chambre au premier, celle qui donnait sur le parc, sans savoir encore que ce choix allait avoir une importance particulière dans les semaines à venir. Avant de nous coucher ce premier soir, nous avions fait le tour complet du rez-de-chaussée, redécouvrant la grande salle à manger avec sa longue table de chêne massif, le salon aux fauteuils défraîchis mais encore élégants, et une bibliothèque poussiéreuse dont les rayonnages ployaient sous le poids d'ouvrages anciens. Thomas avait plaisanté ce soir-là en nous disant que si la maison était hantée, au moins nous aurions de quoi nous occuper pendant des semaines rien qu'avec ses livres, et nous avions ri ensemble, insouciants, sans savoir que cette plaisanterie allait bientôt nous paraître beaucoup moins drôle qu'elle ne l'était sur le moment. Les premières nuits se sont plutôt bien passées, du moins en apparence. Nous étions fatigués par le ménage, par la chaleur de juillet, et nous nous endormions rapidement, sans avoir le temps de vraiment prêter attention au bruit ordinaire d'une vieille maison. C'est à partir de la 3e nuit que les choses ont commencé à changer. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin, sans raison apparente, avec cette sensation très nette d'avoir été réveillée par quelque chose, un bruit, un mouvement, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier précisément. J'ai écouté attentivement, allongé dans le noir, et j'ai fini par entendre des pas, lents et réguliers, qui provenaient du couloir juste devant ma chambre, un rythme trop lourd, trop mesuré, pour appartenir à l'un de mes cousins. Je me suis dit que Thomas se levait probablement pour aller boire un verre d'eau, ou que Léa avait du mal à trouver le sommeil, comme cela arrivait souvent la première nuit dans un lieu inconnu. Je me suis rendormie sans chercher à en avoir le cœur net, préférant la chaleur de mon lit à l'idée de sortir dans un couloir sombre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai évoqué ces pas nocturnes et Thomas comme Léa ont juré, chacun de leur côté, ne pas s'être levés cette nuit-là. Nous en avons ri en mettant cela sur le compte d'un rêve un peu trop réaliste, sans nous douter que ce genre d'épisode allait devenir bien plus fréquent. Ce petit déjeuner s'est pourtant terminé sur une note plus étrange encore, lorsque Léa a fait remarquer que la porte du cellier, habituellement fermée, était grande ouverte alors qu'aucun de nous ne s'y était rendu depuis notre arrivée, et que les provisions à l'intérieur semblaient avoir été légèrement déplacées, comme si quelqu'un les avait inspectées durant la nuit. Les jours suivants, nous avons continué à explorer la maison, pièce après pièce, découvrant des recoins que nous ne connaissions même pas enfants. Au 2e étage, tout au bout d'un couloir mal éclairé, nous avons trouvé une porte plus étroite que les autres, fermée par un simple loquet rouillé. Cette porte donnait sur un petit escalier en colimaçon menant à ce qui devait être un ancien grenier ou une pièce de service.
Nous avons hésité un instant avant d'y monter, sans raison précise, si ce n'est une certaine réticence diffuse que nous avons vite ignorée. J'ai remarqué les jours suivants d'autres détails que j'avais d'abord préféré ignorer. Les portes des placards de ma chambre, que je fermais soigneusement chaque soir, se retrouvaient légèrement entr'ouvertes au matin, et une fine pellicule de poussière semblait parfois se déposer sur mes affaires en l'espace d'une seule nuit. J'ai aussi commencé à ressentir, à certaines heures de la journée, une lourdeur inexplicable en traversant le couloir du premier étage, juste devant la porte de ma chambre, une sensation de froid localisé, comme une poche d'air glacial suspendue à un endroit précis, alors que le reste du couloir restait tiède et agréable. Un après-midi, en descendant chercher un livre dans la bibliothèque, j'ai eu la certitude fugace d'apercevoir du coin de l'œil une silhouette se tenir immobile près de la fenêtre du salon, mais lorsque je me suis retournée complètement, il n'y avait naturellement plus rien à voir. Un autre soir, alors que je préparais le dîner avec Léa dans la grande cuisine du rez-de-chaussée, nous avons toutes les deux entendu, provenant de l'étage, un bruit sourd et prolongé, comme si un meuble lourd venait d'être traîné sur le plancher, et lorsque nous sommes montés vérifier, aucun meuble de la maison ne semblait pourtant avoir bougé d'un centimètre. Thomas, qui travaillait ce jour-là dans le parc à débroussailler un sentier envahi par les ronces, nous a raconté le soir même avoir eu, pendant plusieurs minutes, l'impression très nette d'être observé depuis l'une des fenêtres du premier étage, alors que Léa et moi étions toutes les deux occupées ailleurs dans la maison au même moment. Il nous a précisé que cette fenêtre correspondait exactement à celle de ma chambre, un détail qui nous a tous les trois profondément troublés lorsqu'il l'a mentionné, comme si cette présence avait déjà, en quelque sorte, choisi son terrain et cherchait à faire comprendre, à sa manière silencieuse, qu'elle n'appréciait guère d'être ainsi dérangée dans son territoire. La pièce en haut de cet escalier était petite et basse de plafond. Un lit étroit, une commode, une chaise et une fenêtre minuscule laissant entrer une lumière poussiéreuse et grisâtre, comme si le soleil lui-même hésitait à pénétrer complètement dans cet espace. Léa a trouvé dans un tiroir de la commode un vieux registre relié en cuir rempli de notes manuscrites concernant l'entretien de la maison, des comptes, des listes de fournitures et glissé entre deux pages une photographie ancienne représentant un homme que nous ne connaissions pas. En feuilletant plus attentivement ce registre, nous avons découvert d'autres mentions du même nom, des lignes évoquant des tâches accomplies, des réparations effectuées, des courses réalisées au village, et vers les dernières pages, une écriture plus tremblante, plus hâtive, qui semblait témoigner d'une période plus difficile, sans que le contenu exact de ces dernières notes soit vraiment déchiffrable. Cet homme, sur la photographie, portait une tenue de domestique et son visage d'une pâleur presque irréelle fixait l'objectif avec une expression que j'ai eu du mal à définir sur le moment, quelque chose entre la soumission et une forme de ressentiment contenu. Au dos de la photographie, une inscription à l'encre presque effacée mentionnait simplement un nom, Bastien, et une date, qui remontait à plus d'un siècle, sans autre précision sur qui était réellement cet homme, ni quel avait été son rôle exact dans la maison. Cette nuit-là, allongée dans le noir, incapable de retrouver le sommeil malgré ma fatigue, j'ai repensé au visage de cet homme sur la photographie, à cette expression indéfinissable, et j'ai eu la sensation étrange, presque absurde, qu'il connaissait déjà notre présence, qu'il nous observait depuis le début, patiemment, en attendant de savoir ce que nous comptions faire de sa maison. À un moment, alors que je commençais enfin à somnoler malgré mon appréhension, j'ai cru entendre très faiblement, comme venu de loin, un léger raclement métallique, semblable à celui d'un objet qu'on aurait traîné sur un plancher de bois, et je me suis redressée d'un coup, aux aguets, avant de me raviser en me disant que la maison, simplement, craquait comme toutes les vieilles bâtisses. Nous avons refermé le registre, un peu troublés, sans trop savoir pourquoi, et nous sommes redescendus, laissant cette petite pièce de service derrière nous, sans imaginer un seul instant qu'elle allait, très vite, occuper une place centrale dans tout ce que nous allions vivre par la suite. Cette nuit-là, les pas dans le couloir sont revenus, plus nets encore que la première fois, et cette fois je les ai clairement entendus s'arrêter juste devant la porte de ma chambre avant de repartir dans l'autre sens. Je suis restée immobile, le souffle court, les yeux grands ouverts dans le noir, en essayant de me convaincre qu'il s'agissait forcément de Thomas ou de Léa, même si une partie de moi, plus instinctive, savait déjà que ce rythme de pas ne correspondait à aucun des deux, ni par la démarche, ni par le poids qu'il semblait porter à chaque pas. Le lendemain, j'ai posé la question directement, sans détour. Léa m'a avoué, un peu gênée, avoir elle aussi entendu des bruits cette nuit, non pas des pas, mais un raclement sourd venant du plafond de sa chambre, juste au-dessus de l'endroit où elle dormait, comme si quelque chose se déplaçait lentement au-dessus d'elle. Thomas, de son côté, affirmait n'avoir rien remarqué du tout, mais je voyais bien à son visage un peu tendu qu'il en rajoutait peut-être pour ne pas donner davantage de poids à nos inquiétudes respectives, lui qui avait toujours été le plus rationnel des trois dans nos souvenirs d'enfance.
Nous avons décidé ce jour-là de faire quelques recherches sur l'histoire de la maison dans les archives locales de la petite mairie voisine. Le maire, un homme âgé qui connaissait bien la région, nous a reçus avec une curiosité polie, mêlée d'une certaine réserve. Il nous a expliqué que le manoir avait appartenu à notre famille depuis plusieurs générations, mais qu'il avait aussi, dans les années qui avaient suivi la Première Guerre mondiale, employé du personnel de maison, comme c'était l'usage à l'époque, parmi lequel un certain Bastien, qui occupait justement la petite chambre du dernier étage. Selon les registres municipaux, ce Bastien avait été renvoyé à la suite d'un différend avec la famille dont les détails restaient flous, et il serait mort quelques mois plus tard dans des circonstances peu claires, seul, dans une extrême pauvreté, sans que personne n'ait jamais vraiment cherché à en savoir davantage. Le maire nous a aussi rapporté, avec un sourire un peu gêné, que certains anciens du village racontaient encore de temps à autre que Bastien n'avait jamais vraiment accepté d'avoir été chassé de cette maison et qu'il y était, disait-on, resté attaché bien au-delà de sa propre mort. Il nous a précisé d'un ton plus hésitant que quelques personnes du village prétendaient avoir vu de la lumière aux fenêtres du manoir certaines nuits, alors même que la maison était censée être inhabitée depuis des années et que plus personne, depuis longtemps, n'osait vraiment s'aventurer près de la propriété après la tombée du jour. Selon lui, un couple de gardiens avait été employé par la famille plusieurs décennies auparavant pour entretenir minimalement les lieux durant les longues périodes d'inoccupation, mais ce couple avait fini par démissionner brusquement, sans jamais donner de raison précise, sinon une allusion vague à une présence qu'ils ne supportaient plus. Nous avons quitté la mairie avec un sentiment mêlé, entre l'excitation de découvrir une part méconnue de notre histoire familiale et un malaise grandissant face à ce que cette découverte pouvait signifier concernant les bruits et les sensations que nous vivions déjà depuis plusieurs nuits. De retour au manoir, nous avons évité d'un commun accord tacite de reparler ouvertement de Bastien pendant le reste de la journée, comme si simplement prononcer son nom risquait de lui donner une forme de présence encore plus concrète dans notre quotidien. Mais cette nuit-là, les phénomènes ont pris une toute autre ampleur. Je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant, en sentant une pression froide posée directement sur ma poitrine, comme si quelqu'un s'était assis sur le bord de mon lit, juste à côté de moi, dans l'obscurité totale. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge, comme si ma voix elle-même avait été retenue par cette présence invisible. J'ai senti le matelas s'affaisser légèrement à ma droite et une odeur âcre, semblable à de la terre humide, a envahi soudainement toute la pièce. Cette sensation a duré, selon mon estimation, une quinzaine de secondes, mais elles m'ont paru interminables, chaque seconde étirée par la terreur pure qui me clouait sur place, incapable de bouger le moindre muscle, jusqu'à ce que, aussi brutalement qu'elle était apparue, cette pression disparaisse enfin. Au moment précis où cette pression s'est retirée, j'ai entendu tout près de mon oreille un souffle rauque, irrégulier, comme celui d'un homme épuisé par un effort physique intense, suivi d'un chuchotement que je n'ai pas réussi à comprendre clairement, quelques syllabes étouffées, prononcées dans un français que je devinais ancien, presque désuet. J'ai allumé ma lampe de chevet d'un geste brusque, le cœur battant à tout rompre, et j'ai balayé la pièce du regard, m'attendant presque à découvrir quelqu'un debout près de mon lit, mais il n'y avait naturellement rien, la chambre était vide, seule cette odeur de terre humide continuait à flotter dans l'air, comme une signature laissée derrière elle. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, lumière allumée, recroquevillé contre la tête de mon lit, à guetter le moindre bruit, et au petit matin, épuisé, j'ai rejoint mes cousins dans la cuisine avec l'intention ferme de leur raconter exactement ce qui venait de se passer. Léa, en m'écoutant, a pâli visiblement avant de m'avouer avoir vécu quelque chose de similaire quelques nuits plus tôt, qu'elle n'avait pas osé nous raconter par peur de paraître ridicule, une sensation de main posée fermement sur son épaule alors qu'elle se croyait seule dans sa chambre. Thomas, cette fois, n'a pas cherché à minimiser nos récits. Il nous a avoué à son tour avoir remarqué que la porte de la petite pièce du grenier, celle où nous avions trouvé le registre et la photographie de Bastien, restait systématiquement entr'ouverte le matin, alors qu'il était certain de l'avoir refermée chaque soir. Nous avons décidé ce jour-là de monter tous les trois ensemble dans cette petite pièce pour vérifier une bonne fois pour toutes ce qu'il en était. La porte, effectivement, était entr'ouverte et une odeur de terre humide, semblable à celle que j'avais sentie la nuit précédente, flottait dans l'air. Sur le lit étroit, les draps que nous avions pourtant laissés soigneusement pliés semblaient froissés, comme si quelqu'un s'y était récemment allongé, et la chaise placée près de la fenêtre avait légèrement bougé, tournée désormais vers la porte, comme si elle attendait notre arrivée. Ce spectacle nous a profondément troublés tous les trois, et pour la première fois depuis notre arrivée, l'idée de quitter le manoir plus tôt que prévu a été évoquée sérieusement, sans que personne ne se moque de cette proposition comme nous l'aurions probablement fait quelques jours auparavant.
Mais nous avons aussi, en même temps, ressenti une forme de refus instinctif à l'idée de fuir immédiatement, un mélange de fierté familiale et de curiosité qui nous poussait à comprendre plutôt qu'à simplement abandonner cette maison à ce qui semblait y vivre encore, comme si partir sans rien tenter aurait constitué une forme de défaite que nous ne voulions pas accepter. Léa a proposé de retourner voir le maire pour lui demander s'il connaissait quelqu'un dans la région capable de nous aider à comprendre ce qui se passait, quelqu'un habitué à ce genre de phénomène, plutôt que de continuer à naviguer à l'aveugle dans une situation qui nous dépassait complètement. Le maire nous a effectivement recommandé un homme, un certain monsieur Verneuil, ancien instituteur à la retraite, réputé dans le village pour s'intéresser depuis toujours à l'histoire locale et aux phénomènes qu'on qualifiait, avec un mélange de respect et de scepticisme poli, d'inexpliqués. Monsieur Verneuil est venu nous rendre visite dès le lendemain après-midi, un homme âgé, au regard vif, qui a écouté notre récit avec une attention sincère, sans jamais nous couper la parole ni chercher à minimiser ce que nous décrivions, contrairement à ce que j'avais un peu redouté. Il s'était installé confortablement dans le vieux fauteuil du salon, une tasse de thé posée devant lui sur la table basse, sans jamais y toucher, tant il semblait absorbé par ce que nous étions en train de lui raconter, et je me souviens avoir trouvé rassurante cette attention totale qu'il nous accordait, lui qui n'avait aucune raison particulière de nous croire. Il nous a expliqué que ce genre de situation, dans les vieilles familles propriétaires de grandes demeures comme la nôtre, n'était pas si rare qu'on pourrait le croire, particulièrement lorsqu'un ancien employé avait été traité injustement et n'avait jamais eu, de son vivant, l'occasion de faire valoir ce qu'il estimait être son dû. Il nous a demandé de lui décrire avec le plus de précision possible chaque phénomène que nous avions vécu depuis notre arrivée, prenant des notes régulières dans un petit carnet à spirale et hochant la tête d'un air grave à mesure que nos récits s'accumulaient sous ses yeux. Il nous a confié avoir déjà rencontré, au cours de sa longue vie dans la région, 2 ou 3 situations comparables, toujours liées à d'anciens domestiques ou à des ouvriers agricoles ayant travaillé pour de grandes familles locales, des hommes et des femmes dont la mémoire avait fini par se dissoudre dans l'oubli général sans jamais vraiment disparaître. Selon lui, Bastien n'était probablement pas malveillant à proprement parler, mais profondément habitué à cette maison, à cette petite chambre du dernier étage, au point de continuer à s'y considérer chez lui bien après sa mort et de percevoir notre présence comme une intrusion dans ce qu'il continuait de croire être son territoire. Monsieur Verneuil nous a suggéré une démarche qu'il avait déjà vue fonctionner ailleurs, non pas chasser cette présence de force, ce qui risquait selon lui d'aggraver la situation, mais plutôt chercher à établir une forme de reconnaissance, un geste symbolique montrant à Bastien que sa mémoire n'était pas simplement ignorée ou méprisée. Il a insisté à ce moment de la conversation sur l'importance de la sincérité de notre démarche, nous expliquant que ce genre de présence, selon son expérience, ressentait avec une acuité particulière la moindre trace d'hypocrisie ou de calcul, et qu'un geste purement formel, sans réelle conviction derrière lui, risquait de ne produire aucun effet, voire d'envenimer la situation. Il nous a également mis en garde contre la tentation de vouloir précipiter les choses en nous conseillant de prendre tout le temps nécessaire pour préparer cette petite pièce avec soin plutôt que de bâcler ce geste par impatience ou par peur, car selon lui, la façon dont nous aborderions cette démarche compterait presque autant que la démarche elle-même. Il nous a conseillé de nettoyer entièrement la petite chambre du grenier, de la remettre en ordre avec soin, presque comme on préparerait une chambre pour un invité respecté, d'y déposer la photographie que nous avions trouvée, encadrée cette fois, et de prononcer à voix haute quelques mots reconnaissant l'injustice qu'il avait subie de son vivant. Nous avons trouvé cette proposition à la fois étrange et étrangement logique, compte tenu de tout ce que nous avions déjà vécu et de tout ce que nous avions appris sur cet homme. Nous avons passé l'après-midi entier à nettoyer cette petite pièce, en silence pour la plupart du temps, chacun perdu dans ses propres pensées face à cette tâche inhabituelle. Pendant que nous nettoyions, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises que la température de la pièce variait de façon inhabituelle, tantôt plus fraîche, tantôt étrangement plus douce, comme si quelque chose observait attentivement chacun de nos gestes, évaluant nos intentions avant de se prononcer. Léa a proposé à un moment de laisser la fenêtre entr'ouverte pour aérer une pièce restée fermée depuis si longtemps, et j'ai remarqué, en la regardant faire, que les rideaux poussiéreux avaient légèrement bougé avant même qu'elle n'ait touché à la fenêtre, comme animés d'un souffle qui ne venait pas de l'extérieur. Le soir venu, nous sommes montés tous les 3 dans cette chambre désormais impeccable, le lit refait avec des draps propres, la photographie de Bastien encadrée et posée sur la commode, une petite bougie allumée à côté, comme nous l'avait suggéré monsieur Verneuil, et Thomas, en tant qu'aîné de la famille, a prononcé quelques mots simples d'une voix légèrement tremblante. Il a exprimé, au nom de notre famille, un regret sincère pour la façon dont Bastien avait apparemment été traité de son vivant, en précisant qu'aucun d'entre nous ne connaissait les détails exacts de cette histoire, mais que nous reconnaissions malgré tout que quelque chose d'injuste avait probablement eu lieu.
J'ai senti pendant ces quelques instants l'air de la pièce se charger d'une densité particulière, comme une tension qui montait progressivement autour de nous, et j'ai vu du coin de l'œil la flamme de la bougie vaciller violemment, alors qu'aucun courant d'air ne pouvait raisonnablement expliquer un tel mouvement. À ce moment précis, j'ai eu la certitude que la température de la pièce venait de chuter brusquement, un froid mordant qui contrastait violemment avec la chaleur de cette soirée d'été, et j'ai vu la respiration de Léa former un léger nuage de buée devant son visage, comme si nous nous trouvions soudainement en plein hiver plutôt qu'au cœur du mois de juillet. Le registre que nous avions trouvé, resté posé sur la commode à côté de la photographie, s'est mis à trembler légèrement, faisant vibrer sa reliure de cuir contre le bois, un mouvement discret mais parfaitement perceptible, comme si quelque chose, quelque part dans la pièce, cherchait à manifester sa présence sans pour autant se montrer ouvertement hostile. Léa m'a saisi la main à ce moment précis, et j'ai remarqué qu'elle tremblait, tout comme moi d'ailleurs, tandis que Thomas continuait son discours, sa voix devenant de plus en plus assurée à mesure qu'il avançait, comme s'il puisait dans cette assurance retrouvée une forme de courage nécessaire pour continuer. Quand il a terminé, un silence total s'est abattu sur la pièce, un silence différent de celui que nous avions connu jusque-là, plus dense encore, mais aussi, d'une certaine façon, moins oppressant que la tension qui régnait quelques instants plus tôt. La flamme de la bougie s'est stabilisée, redevenant parfaitement immobile, et j'ai ressenti, sans pouvoir l'expliquer autrement, une sorte de relâchement dans l'atmosphère de la pièce, comme si quelque chose, enfin, avait entendu ce que nous étions venus dire. Nous sommes redescendus ce soir-là dans un état d'épuisement profond, un mélange de soulagement et d'incertitude quant à ce que cela allait réellement changer. Nous avons dormi cette nuit-là dans un silence complet, aucun pas dans le couloir, aucun raclement au plafond, aucune présence oppressante au bord de nos lits. Nous avons décidé tous les trois de garder la petite chambre du grenier telle que nous l'avions arrangée ce soir-là, avec la photographie de Bastien toujours en évidence, comme un rappel discret mais permanent de ce qui s'était joué entre ces murs et comme une forme de respect que nous avons choisi de continuer à entretenir. Nous avons également décidé, d'un commun accord, de faire des recherches plus approfondies sur ce qu'était réellement devenu Bastien après son renvoi de la maison, en consultant les registres paroissiaux d'un village voisin où le maire pensait qu'il s'était réfugié, sans jamais parvenir toutefois à retrouver une trace précise de sa mort, ni du lieu où il aurait pu être enterré. Cette absence de sépulture identifiable nous a semblé, avec le recul, apporter une explication possible à son attachement si tenace envers cette maison, comme si, n'ayant jamais eu droit à un véritable lieu de repos, il avait fini par considérer cette petite chambre du dernier étage comme le seul endroit qui lui appartenait encore véritablement. Nous avons parfois évoqué, entre nous, l'idée d'entreprendre des recherches plus poussées en consultant peut-être des archives départementales plus complètes, mais nous avons finalement préféré laisser cette part de son histoire dans une certaine pénombre, par respect autant que par une forme de prudence, sentant qu'il valait mieux ne pas chercher à tout percer de ce mystère. Nous avons finalement décidé de garder le manoir dans la famille plutôt que de le vendre comme nous l'envisagions initialement, et nous y retournons désormais chaque été tous les trois, sans jamais oublier de monter, au moins une fois pendant notre séjour, saluer cette petite chambre du dernier étage. Ce que je sais, c'est que certaines maisons gardent en elles bien plus que de simples murs et de vieux meubles poussiéreux, qu'elles conservent parfois la mémoire de ceux qui les ont habitées avant nous, et qu'il vaut peut-être mieux parfois apprendre à cohabiter avec cette mémoire plutôt que de chercher à l'ignorer. Aujourd'hui encore, quand je monte seul cet escalier en colimaçon jusqu'à la petite chambre du dernier étage, je ressens toujours cette même impression étrange d'entrer dans un espace qui n'est pas tout à fait vide, mais cette impression n'a plus rien d'effrayant désormais. Elle ressemble davantage à la présence discrète et familière d'un vieux voisin qu'on aurait fini par apprendre à connaître. Mes cousins et moi n'avons plus jamais vécu, depuis cette soirée de juillet, le moindre phénomène comparable à ceux de nos premières semaines dans le manoir, et nos enfants, quand ils viennent nous rendre visite l'été, grandissent dans cette maison sans jamais avoir connu la peur qui a pourtant marqué le début de notre histoire avec elle. Je repense souvent à cette photographie de Bastien, à ce regard fixe et un peu triste, et je me demande parfois ce qu'il aurait pensé, de son vivant, en sachant qu'un siècle plus tard, des descendants de la famille qui l'avait renvoyé prendraient le temps de reconnaître, même tardivement, l'injustice qu'il avait probablement subie. Il m'arrive aussi de penser à toutes les autres maisons anciennes que je croise parfois en voyage, ces grandes bâtisses fermées, un peu délaissées, que l'on aperçoit depuis la route, et je ne peux m'empêcher de me demander combien d'entre elles abritent, elles aussi, un locataire discret dont personne n'a jamais pris le temps d'écouter l'histoire. Je ne sais toujours pas exactement ce qui se serait passé si nous n'avions pas découvert ce vieux registre, cette photographie oubliée, si nous n'avions pas pris au sérieux les recommandations de M. Verneuil, et je préfère honnêtement ne jamais avoir à le découvrir.
Ce que je sais, c'est que certaines maisons gardent en elles bien plus que de simples murs et de vieux meubles poussiéreux, qu'elles conservent parfois la mémoire de ceux qui les ont habitées avant nous, et qu'il vaut peut-être mieux parfois apprendre à cohabiter avec cette mémoire plutôt que de chercher à l'ignorer. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne À la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager en commentaire vos propres expériences vécues dans une vieille maison de famille et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.